Συνεχίζουμε στην πρώτη θεματική με δύο παρουσιάσεις οι οποίες φέρουν την ηχηρή σφραγίδα της Crédit Agricole. Κοινή συνισταμένη και των δύο είναι η εικόνα που θα έχουν τα αγροτικά εμπορεύματα στη νέα περίοδο. Η πρώτη παρουσίαση γίνεται από τον Jean-Louis Bec-Tiron, Head of Clients Commodities της Crédit Agricole, και η δεύτερη από τον Xavier Hassedan, Grain Sector Business Engineer Expert, επίσης της Crédit Agricole. Bonjour Xavier, bonjour Jean-Loïc. Très heureuse de vous avoir d'accepter l'invitation de Timac Agro à participer, même si c'est en vidéoconférence, et à honorer l'événement de l'agriculteur de l'année en Grèce. Vous êtes les experts des produits agricoles, c'est donc avec grand intérêt que nous vous écouterons sur les fondamentaux, votre vision, vos perspectives d'avenir sur les grandes cultures. Et à la fin, nous vous poserons quelques questions supplémentaires si nécessaire. Merci. Merci Bruno, bienvenue à tous. Dans un premier temps, on va vous parler surtout de la production mondiale de blé tendre, qui est une des principales cultures produites dans le monde, avec deux généralement parties. La première partie, c'est plutôt donc les niveaux de production atteints sur la partie hémisphère nord, dont les récoltes maintenant sont bel et bien terminées, avec quelques points d'intention importants. Premièrement, la Russie, qui reste, malgré le fait que sa production soit inférieure à celle de l'année dernière, la Russie reste quand même un grand pays producteur de blé, quels que soient les aléas climatiques qui sévissent dans cette zone-là, en ayant pratiquement une production autour de 82 millions de tonnes. C'est quand même au moins 11 millions de tonnes par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même leur quatrième meilleure récolte. Donc la Russie, de par cette production, reste un opérateur important et dispose d'un disponible exportable particulièrement important. Le deuxième élément qui a marqué quand même cette production au niveau de l'hémisphère nord, c'est la production au niveau de l'Union européenne, avec notamment 3 pays où la production a vraiment dévissé sérieusement. C'est l'Allemagne, c'est au Royaume-Uni, mais c'est surtout en France, où la production de blé tendre atteint un petit 25 millions de tonnes, quand en règle générale, on est plutôt autour de 35 millions de tonnes. Les conditions climatiques sur la France, sur le Royaume-Uni et sur l'Allemagne ont été difficiles en raison de conditions pluviométriques particulièrement importantes tout le cycle de végétation. Sur la partie hémisphère nord, de bonnes nouvelles, enfin, quand même, sur la partie Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis, qui a une très très bonne récolte. Maintenant, l'hémisphère sud, qui vient à peine de démarrer les récoltes, on va regarder 2 pays en particulier, l'Australie et l'Argentine, qui sont 2 pays producteurs, mais également exportateurs de blé tendre à l'échelle mondiale. Concernant l'Australie, les prévisions sont plutôt bonnes, voire très très bonnes. L'Australie a plutôt profité finalement du phénomène climatique El Niño, profitant concernant les conditions de culture de pluie régulières et importantes, qui devraient permettre à l'Australie d'obtenir un petit 32 millions de tonnes, ce qui est un très très bon niveau de récolte. On va attendre que la récolte se termine, bien entendu, mais ça devrait permettre à l'Australie également d'avoir un disponible exportable important. Et enfin, l'Argentine, qui est un autre pays exportateur important, l'Argentine, qui a connu quand même pas mal de conditions de culture plutôt sèches, également en lien avec le phénomène climatique El Niño, eh bien, devrait avoir une production autour de 19 millions de tonnes, soit 3 millions de tonnes supérieures à l'année dernière. Ce qu'il faut retenir à l'échelle mondiale, c'est qu'on devrait quand même être sur un bilan tout juste équilibré, sachant qu'il faut avoir en tête également que dans la même période, la demande, elle, est plutôt à la peine depuis ce début de campagne. On a beaucoup moins de demandes et beaucoup moins d'échanges, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite. Et quand on se focalise sur les différentes zones importatrices, il y a quelques pays qui ne sont pas au rendez-vous en matière d'importation.
On va citer la Chine, qui était devenue un gros pays importateur de bon nombre de matières premières, mais également de blé tendre. Eh bien, la Chine n'est pas au rendez-vous. Alors, plusieurs raisons. La Chine a eu et a connu une très très bonne récolte cette année, en connaissant une récolte record par rapport aux années précédentes. Et puis, la Chine connaît quand même un ralentissement économique particulièrement important, une croissance économique très très basse, très au ralenti, qui fait que le gouvernement chinois a demandé aux importateurs de freiner ardemment les importations pour permettre justement d'utiliser davantage de matières premières en stock. Les stocks sont colossaux en Chine, et puis de profiter bien entendu également de cette bonne récolte qu'ils ont connue. Donc la Chine devrait importer environ 5 millions de tonnes de moins que les années précédentes, et pour le moment, un pays pénalisé par exemple, c'est la France qui s'était habituée ces dernières années à exporter pas mal de blé tendre vers la Chine. La Chine va s'orienter plutôt, même si elle va diminuer fortement ses importations, va plutôt s'adresser à l'Australie, Chine-Australie. Il y avait eu à l'époque un différend commercial entre ces deux pays. Ce différend commercial est terminé et les origines australiennes rentrent davantage, bien entendu, vers la Chine. Il y a d'autres pays sur lesquels les importations sont également revues à la baisse, c'est la Turquie, qui a instauré dès le début de la campagne un ban aux importations. Et donc, ça a pénalisé le commerce mondial de façon générale. Et en l'occurrence, toute cette partie moyenne-orientale où finalement les récoltes ont été pas mauvaises et donc sont beaucoup moins dépendantes que les années précédentes aux importations. Donc, une offre tout juste équilibrée, une demande plutôt en berne, même si ça reste quand même sur des niveaux élevés, mais de façon moins importante. On devrait s'attendre en fin de campagne à ce qu'il y ait des stocks fin de campagne plutôt révisés à la baisse, mais pas forcément partout. Quand on regarde un petit peu ce graphique-là, il y a des zones sur lesquelles, notamment les pays de la mer Noire, qui ont inondé le marché de blé tendre en ce début de campagne parce que, disposant d'un disponible exportable important et des prix agressifs, la Russie et l'Ukraine ont vraiment inondé les marchés, posant d'ailleurs un certain nombre de problèmes pour les autres exportateurs, deux en particulier, les États-Unis, qui ont des difficultés de compétitivité et bénéficiant en plus d'une bonne récolte. Eh bien, aux États-Unis, ils devraient terminer la campagne avec un stock particulièrement important. Et puis l'Europe, quand je dirais l'Europe, plutôt les pays de l'Europe de l'Ouest, dont la France, qui n'avaient pas forcément de disponible exportable, et parce qu'elle n'est pas non plus compétitive en ce première partie de campagne avec l'agressivité des prix russes et ukrainiens, eh bien, on devrait en France terminer avec un stock effectivement plutôt important. Par contre, les autres pays de l'Europe de l'Est, comme la Roumanie, comme la Pologne, comme la Bulgarie, eux, devraient terminer quand même avec des stocks relativement bas. Maintenant, par rapport aux origines des pays de l'Amérique, de l'hémisphère sud, on devrait, et disposant, comme l'Argentine, comme l'Australie, de disponibles exportables un peu importants, et bien positionné, notamment vis-à-vis de la Chine pour l'Australie, et pour l'Argentine, ce sera plutôt les pays d'Afrique du Nord, eh bien, eux aussi devraient terminer avec un stock finalement pas très élevé en fin de campagne. Et donc, c'est là que ça peut être intéressant à suivre de très près. Quand on regarde les estimations de stock fin de campagne chez les principaux pays exportateurs, donc fin de campagne 2024-2025, on voit qu'a priori, on devrait être quand même sur un niveau particulièrement bas, niveau qu'on n'aurait pas vu depuis la campagne 2013-2014. Et donc ça, c'est pour être signe de changement d'orientation, notamment des prix, plutôt effectivement en milieu, fin de campagne, au regard de cette situation de perspective de baisse des stocks, qui est toujours un indicateur important, un facteur important à suivre de près, parce qu'il conditionne quand même les prix, notamment à la veille d'une future récolte qui sera la récolte 2025, dont les prévisions, on en est encore un petit peu loin parce que tout n'est pas encore semé, mais voilà, il y a cet indicateur qui est important à suivre. Alors, cela dit, quand on regarde effectivement les niveaux de prix aujourd'hui, comme ils sont relativement
relativement bas, ça pousse les acheteurs à passer à l'achat justement, profitant bien entendu de cette orientation plutôt baissière des prix à court terme, mais qui pourrait changer encore une fois plutôt en milieu, fin de campagne 2024-2025. Justement, quand on regarde l'évolution des cotations du contrat blé sur Euronext, échéance décembre 2024 ou septembre 2025, on est pour le moment plutôt sur une spirale plutôt baissière, qui s'explique encore une fois par le fait qu'il y a un petit peu moins de demandes, par le fait qu'il y a finalement une offre quand même qui est bien présente, et puis par le fait, bien entendu, que la Russie et les pays de la mer Noire ont vraiment inondé le marché en cette première partie de campagne, et puis par un autre élément important, Jean-Louis qui reviendra, c'est la présence des fonds financiers sur le contrat blé justement à Euronext, qui sont plutôt et de façon très importante en position nette vendeur, comme vous pouvez le voir sur le graphique en rouge, sur cette campagne, sur cette année 2024, mais en position très importante, et donc ça vient influer, tirer encore un peu plus les prix à la baisse. Alors il y a quelques points d'interrogation pour la suite, je vous l'ai dit, le niveau des stocks, bien entendu, et puis d'un point de vue géopolitique, les changements politiques justement liés aux élections américaines, avec la victoire de Donald Trump, dont les décisions à partir de janvier 2025 pourraient influer sur le commerce international, avec et en défendant un protectionnisme probablement exacerbé, avec la mise en place de droits de douane importants vis-à-vis de bon nombre de pays, et on peut citer bien entendu le cas de la Chine, on parle de 60% de droits de douane sur les produits chinois. En représailles, peut-être que la Chine n'importerait moins de matières premières comme le maïs et comme le soja, donc en provenance des États-Unis. Donc là, on en rentre dans un environnement où les incertitudes sont quand même particulièrement importantes. Mais ça, on verra bien entendu comment ça va évoluer quand Donald Trump prendra le pouvoir, donc le 20 janvier 2025. Enfin, en matière de prévision sur les futures récoltes 2025, quand on regarde un petit peu la situation des conditions climatiques sur l'ensemble de l'hémisphère nord comme de l'hémisphère sud, l'hémisphère nord a plutôt connu quelques difficultés concernant les semis pour la récolte 2025, avec beaucoup d'eau sur la zone Europe de l'Ouest, beaucoup de sécheresse, de manque d'eau sur la partie Europe de l'Est, voire Russie. Situation qui s'est un petit peu améliorée, qui fait que globalement maintenant on est rentré sur une situation plutôt normale, même s'il y a eu quand même quelques retards sur un certain nombre de pays. Concernant l'hémisphère sud, pour le moment, plutôt des bonnes conditions climatiques pour eux aussi, pour un certain nombre de matières premières sur des semis. Mais tout ça va être à suivre, bien entendu, de très près. Parce que on sait tous que les aléas climatiques sont de plus en plus impactants dans différentes zones, et ça peut jouer bien entendu sur le niveau de production futur, voire sur le commerce, sur les échanges, et ça pourrait influer bien entendu l'évolution des prix sur le moyen terme. Donc c'est à suivre de très près. Donc en conclusion, pour cette campagne 2024-2025, on est à mi-campagne. On rentre quand même dans un environnement où les incertitudes vont être encore un peu plus importantes, en lien avec le comportement des gros acheteurs et des gros producteurs que peuvent être les États-Unis et la Chine, parce que ça va dépendre effectivement de la politique que va concrètement mettre en place Donald Trump. Ce protectionnisme exacerbé, de toute façon, se traduira par des représailles d'un certain nombre de pays, à suivre bien entendu de très près. L'offre à géométrie variable dépendra bien entendu des aléas climatiques, à suivre de très près. Et dans ce concert-là, effectivement, le comportement des fonds financiers est à suivre également de très très près, notamment sur Euronext, qui traite du contrat blé, qui est devenu vraiment la référence mondiale sur ce sujet-là. Et le comportement des fonds va tirer à la hausse comme à la baisse de façon particulièrement importante les prix. Et donc on va suivre ça de très près. Jean-Loïc ?
Merci Xavier. Alors quelques mots sur l'impact des financiers précisément et le fonctionnement du marché à terme Euronext, du MATIF. Le premier point que je soulignerai, c'est qu'on n'est pas très loin de 24 millions de lots traités par an. 24 millions de lots traités par an sur tous les grains confondus, futurs et options, c'est-à-dire pour le blé, le colza et le maïs, ça fait 1,2 milliard de tonnes de grains. Donc ça veut dire qu'on traite beaucoup, on traite énormément. La deuxième chose à noter, et le deuxième point qui est important, lorsque vous regardez les graphiques qui sont à droite de l'écran, les deux camemberts, c'est le poids des financiers qui a été plusieurs reprises abordé par Xavier. En fait, on avait 20% de poids d'impact des financiers en 2018. On est à 50% aujourd'hui, avec une accélération à partir de 2022, lorsque la volatilité est apparue et a augmenté suite à l'invasion de l'Ukraine. Ce poids des financiers, il a deux conséquences, en fait. La première, il a une conséquence globale qui est l'augmentation de la volatilité, avec une augmentation de la volatilité dans un premier temps, court terme. Si vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup de bruit sur le marché, pourquoi les prix du blé évoluent dans une fourchette de 4, 5, voire 8 euros dans la journée, c'est tout simplement à cause des financiers, avec une concentration des volumes, notamment à l'ouverture du marché américain, ainsi qu'à la clôture du MATIF, puisque beaucoup d'opérateurs financiers ou de gros opérateurs de la filière agricole profitent de ces moments de liquidité très très importants, puisque le marché américain est ouvert et le marché européen, pour faire leurs différents arbitrages. Donc une augmentation de la volatilité court terme, également un deuxième constat très important, une augmentation de ce que je vais appeler la volatilité moyen terme. En résumé, comme le disait Xavier tout à l'heure, on est très attentif à l'impact des financiers. Les financiers qui ont différents modes d'intervention sur les financiers, sur le MATIF et sur le marché Euronext, ont en fait un comportement qui est au global suiveur de tendance. Donc en résumé, quand ça monte plus parce qu'ils sont là, et quand ça baisse plus parce qu'ils sont là également. Donc c'est très important de comprendre quelle est leur position et qu'est-ce qui pourrait leur faire changer d'avis, leur faire solder leur position. À l'heure actuelle, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, les financiers portent une position vendeuse importante sur les marchés à terme, à l'exception peut-être des oléagineux au moment où on se parle, mais importante toujours sur le blé et sur le maïs. Donc en résumé, sur cette partie taille des financiers, impact des financiers, gestion du marché à terme, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une liquidité qui est colossale, c'est-à-dire qu'on peut se couvrir à tout moment par lot de 50 tonnes, mais le prix à payer pour cette liquidité, c'est une volatilité à la fois court terme, à la fois moyen terme. Le deuxième point pour conclure en fait sur cette volatilité et autres, c'est qu'on constate que même si la récolte n'est pas bonne en Europe, notamment dans une partie de l'Europe et notamment en France, on constate tout simplement que les volumes continuent de progresser, continuent de croître sur tous les marchés financiers, donc évidemment sur le Chicago Mercantile Exchange, mais également sur Euronext et encore plus sur Euronext, puisque Euronext connaît un très fort développement compte tenu du bassin de production sur lesquels les productions peuvent s'indexer autour de l'Europe et de la Grande Europe. Le deuxième point, le deuxième graphique est en dessous, il montre tout simplement quelle est l'augmentation de la position ouverte et jusqu'où elle peut aller. Vous voyez qu'on a des pics extrêmement importants, de plus en plus importants, et qui durent de plus en plus longtemps. En résumé, il y a de plus en plus d'engagement sur les marchés à terme de l'ensemble des opérateurs, non seulement les financiers, mais également la filière agricole. Ce que je voulais vous dire, par exemple, c'est que évidemment l'utilisation des marchés à terme diffère en fonction des pays, du fait qu'ils soient net importateurs, net exportateurs. Cette utilisation diffère aussi en fonction de la position de l'opérateur dans la filière. Ce que l'on note, par exemple, depuis le début 2022, c'est une présence accrue des opérateurs de la meunerie française sur ce marché, puisqu'ils viennent se couvrir longtemps à l'avance en sécurisant en fait leurs approvisionnements auprès des coopératives de collecte. De la même façon, ils mettent en place des couvertures pour l'industrie de transformation de deuxième niveau et pour la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Évidemment, dans un tel contexte, si les entreprises de la filière agricole sont plus présentes en règle générale en France, mais également dans tous les autres pays européens, les financiers contribuent à animer ce marché et contribuent également à augmenter d'une part la position ouverte, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les volumes, mais aussi la volatilité. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci. Donc, deux questions pour vous. Première question, quels sont, selon vous, les produits agricoles les plus touchés par la crise climatique et comment cela se reflète sur le marché? Alors, toutes les matières premières agricoles sont touchées, bien entendu, par les aléas climatiques, notamment sur un certain nombre de matières premières qui soit sont produites finalement dans bon nombre de zones. Par exemple, le blé. On en produit en hémisphère nord comme en hémisphère sud, ou dans des régions plus spécifiques comme le cacao ou le café, où là, on est sur des espaces beaucoup plus petits, et que si effectivement il y a des aléas climatiques sur les espaces plus petits en l'occurrence, eh bien ça peut générer effectivement une offre très 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 limitée, et donc faire augmenter sensiblement les prix par le jeu de la loi de l'offre et de la demande, bien entendu, parce que la demande, elle, perdure, voire continue de se développer également à l'échelle mondiale. Je vais juste un peu compléter la réponse de Xavier, mais effectivement, on a pu constater au cours des derniers mois, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, une extrême volatilité sur des produits qu'on qualifie de tropicaux comme le café cacao. Ça tient évidemment à la zone de production qui est très faible. Donc dès qu'on a un impact climatique sur ces zones-là, l'impact a des conséquences terribles en termes de mouvement de marché. Évidemment, sur le blé, la production est mondiale, il y a différentes zones de production, donc il y a beaucoup plus de résilience. Mais l'actualité montre qu'en fait, aujourd'hui, ce sont c'est le café, le cacao qui sont terriblement impactés. Alors, par contre, le risque, si on reprend l'exemple du blé tendre, c'est que si il y avait des aléas climatiques sur plusieurs bassins de production en même temps, dans un environnement ou dans un contexte où la demande de blé de toute façon va continuer d'augmenter parce qu'il y a un certain nombre de zones qui vont être de plus en plus dépendantes, de pays qui vont être de plus en plus dépendants de cette matière première pour assurer l'alimentation de base. On peut penser aux pays qui se trouvent autour de l'équateur, voire aux pays d'Afrique du Nord, par exemple. Et bien là, effectivement, à terme, il se peut qu'il y ait des risques supplémentaires avec donc le réchauffement climatique et ses conséquences, et qui, pour le moment, a l'air de toucher que quelques zones et pas forcément en même temps. Demain, le risque, c'est que ça touche plusieurs zones en même temps, dans un contexte, encore une fois, où la demande, elle, va continuer d'augmenter sensiblement. Merci. Deuxième question. Si nous vous demandions de citer un produit agricole offrant de belles perspectives en termes de demande internationale, quel serait? Zut, j'ai répondu par avance à la question. Nous pensons que le blé, effectivement, est une de ces matières premières qui a vraiment des perspectives de demande particulièrement importantes. Encore une fois, il y a un certain nombre de pays qui n'auront plus les mêmes capacités de production au regard de l'évolution climatique et de leur positionnement géographique par rapport à l'évolution de ce climat, et donc qui vont être encore un peu plus dépendants de pays exportateurs, parce que le blé reste vraiment une matière première pour fabriquer l'alimentation de base, et notamment sur la partie Afrique, Moyen-Orient, pour fabriquer le pain. Alors des pains différents, bien entendu, selon les pays et selon les recettes de chaque pays. Mais en plus, dans ces zones-là où la population doit normalement augmenter significativement, eh bien là, il y a un réel enjeu pour développer, maintenir une production à l'échelle mondiale pour pouvoir répondre convenablement à l'ensemble de cette demande qui, de toute façon, va augmenter sensiblement. Bien. Merci Jean-Luc, merci Xavier. Vos perspectives de vous étaient très éclairantes et j'espère que la prochaine fois, nous pourrons vous accueillir en personne en Grèce. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.